de veiller au respect et à la protection des droits et libertés des citoyens sur l'ensemble du pays, surtout en période électorale. Au sujet de la désignation des nouveaux membres de la CENI pour remplacer l'abbé Malou Malou, la nouvelle société civile congolaise invite les partis politiques de s'abstenir de toute interférence et demande à la population d'accompagner activement le processus électoral et de se l'approprier. Parmi les acteurs concernés figurent les politiques. L'annonce du G7 renforce désormais le rang des forces politiques de l'opposition et alimente toujours le débat politique au sein des partis membres de l'opposition. Jolino Makelele, cadre de l'Union nationale pour le Congo, prêtant la voix, juge la démarche du G7 rationnel et se dit prêt à mener ensemble avec cette plateforme de l'opposition les combats politiques en République démocratique du Congo. C'est un extrait tiré de l'émission Débriefing. Ça va prendre son courage à deux mains. Et ici, nous apprécions le courage pris par les membres du G7 de quitter ce navire présidentiel qui coule à vive allure et de rejoindre les opposants que nous sommes à travers les idées et surtout une perspective, c'était on ne touche pas à la Constitution, on ne viole pas la Constitution, c'était notre b.a.-ba et nous sommes heureux de voir que nous ne sommes plus seuls, même ceux de la majorité et même ceux qui sont encore dans la majorité, il y en a beaucoup, nous causons entre nous qui ne sont pas pour faire en sorte que le président Kabila demeure en fonction jusqu'au-delà du 20 décembre. Donc il y a beaucoup qui vont être habités par un problème de conscience, à savoir quand la population, on a vu les exemples en janvier, etc., le peuple ne veut pas. L'alternance, c'est une condition de la paix. Ceux qui ne veulent pas, je mesure bien mes propos, ceux qui veulent aller au glissement, ceux qui veulent créer les conditions pour que le mandat du président de la République aille au-delà du 20 décembre sont les véritables amis de la balkanisation du Congo. Parce qu'ils vont créer les conditions telles que les ennemis puissent profiter de ce qui pourrait arriver et d'épaisser les Congos éventuellement. Donc nous ne pensons même pas. Donc pour revenir à ce G7, nous sommes heureux. Le reste, nous verrons chacune de ces composantes, comment elle va se comporter par rapport aux différents aspects, problèmes qui sont débattus au niveau de la nation. C'est un extrait de l'émission Le Point animé par Magic Wawina qui peut désormais parler au nom de l'Alliance du Renouveau pour le Congo. La question demeure pendante, mais les faits renseignent une confusion au sein de ce parti politique. Le membre du Présidium, cadre et mandataire de l'ARC, vient d'exclure Olivier Kamitatu du dit parti. Ils l'ont fait savoir à l'issue d'un communiqué de presse lors de la tenue d'une réunion extraordinaire du Collège des fondateurs élargi du comité directeur. C'est lundi 12 et mardi 13 octobre 2015. Il reproche à Olivier Kamitatu le caractère sans qualité ni titre au nom du parti. Tenu ce lundi 12 et mardi 13 octobre 2015 à Kinshasa sous la présidence de l'honorable Élisée Munembwe et de M. Kisanga Kabongelo Gaston, tous deux membres du présidium du parti. La réunion extraordinaire du collège de fondateurs élargi au comité directeur, cadre et mandataire du parti. À l'issue de cette réunion, il a été décidé ce qui suit. L'exclusion de l'honorable Olivier Kamitatu Etsu de l'Alliance pour le renouveau du Congo, ARC en sigle, pour récidive caractérisée et son interdiction formelle de poser tout acte ou de prendre tout engagement sans qualité ni titre au nom du parti. La dissolution pure et simple du comité directeur institué en 2006 à titre provisoire est maintes fois et irrégulièrement remaniée à ces jours. L'annulation de tous les actes et décisions prises irrégulièrement et arbitrairement par les honorables Konde Vilakikanda et Lapika Dimonfu Bruno, désormais démis, au terme de la présente décision de leur fonction de président AI et secrétaire général de l'Alliance pour le renouveau du Congo, le maintien à leur place jusqu'à nouvel ordre de toutes les structures provinciales et locales du parti, la mise sur pied d'un comité directeur provisoire composé de la manière suivante. Présidium, Honorable Élisée Munembwe Tamukumwe, Monsieur Kisanga Kabongelo Gaston, Honorable Losembe Mario Philippe, Monsieur Katende Wandaye, Honorable Gimikulu Pombo,
Autre chose, le commandant de la 3e zone de défense, Léon Mouchalé, appelle les forces de sécurité des unités de la garnison de Béni au respect des droits de l'homme et droits humanitaires internationaux. Il a lancé cet appel ce mercredi matin à Béni, au camp militaire, aux ACAF Béni, lors d'une causerie morale. Eric Kasmoïs a préparé cette rencontre. Une écoute tout à fait particulière a été réservée au message du commandant de la 3e zone de défense par les militaires et policiers des unités de la garnison de Béni. Le général-major Léon Mouchal a à cette occasion invité les officiers et hommes des rangs à participer au développement socio-économique du pays avec justement les montées de la paix. Il se résume en ces termes. J'ai parlé de la discipline sans laquelle l'accomplissement de cette mission n'est pas possible. J'ai rappelé aussi la notion de vigilance parce que l'armée et la police sont chargés de protéger, de défendre. Ils ne peuvent le faire que dans la mesure où ils sont en mesure de prévoir les événements au lieu de courir derrière les événements quand ils se produisent. J'ai rappelé en 4e lieu le respect du droit de l'homme et du droit international humanitaire. J'ai rappelé aussi la notion de différenciation. Le général-major Léon Mouchal a insisté également sur la tolérance zéro au sein des forces. Celui qui n'est pas dans l'ordre établi, c'est un bandit. Il n'est plus militaire, il n'est plus policier, c'est un bandit. Et la place du bandit n'est pas dans la société, mais dans la prison. Je l'ai dit. Il a aussi invité la population à prêter crédit à son armée. Les dispositions sont de nature à pouvoir contenir ces actions, mais je ne peux pas vous le dire parce qu'en vous le disant, je dévoile déjà mon plan. Que notre population puisse avoir confiance en son armée, en sa police, ce sont les instruments de l'État. Soulignant que le commandant de la 3e zone de défense est accompagné à Béni par les commandants second chargés des opérations, des commandants second chargés de l'administration et logistique, du chef de l'état-major de la 3e zone de défense, ainsi que les commandants de la 31e brigade de l'unité de réaction rapide IRR. Restons dans ce volet sécurité pour parler d'un tableau détaillé de la situation sécuritaire en République démocratique du Congo que compte dresser le Fonds social sur le processus de stabilisation dans l'est du pays. Avant cette publication, un état des lieux sur les projets visant le retour de la paix a été présenté ce mardi. Il ressort de ce bilan le constat de quelques réalisations sur terrain dans les territoires ciblés. Les coordonnateurs de cette agence d'exécution ont démontré que 84% de ressources de ce projet sont encore disponibles et seront utilisés de manière transparente durant la phase de mise en œuvre qui s'étendra jusqu'à 2018. Patricia Ponce. À la fin du projet, il faut faire des évaluations. Passer en revue les déroulements ainsi que les réalisations du projet pour la stabilisation de l'Est de la RDC STEP, ainsi que celui des violences sexuelles basées sur le genre et la santé des femmes dans les Grands Lacs, financé par la Banque mondiale. C'est à cet exercice que s'est adonné ce mardi le Fonds social de la République qui exécute ces projets. Pour le projet STEP, qui consiste entre autres à l'amélioration du cadre de vie et des conditions sociales de la population dans les provinces du Nord et Sud Kivu, ainsi qu'une partie de la province orientale, le Fonds social note quelques réalisations, car à ce jour, 84% des ressources sont encore disponibles pour la deuxième phase de mise en œuvre. Donc cette phase a été clôturée le jour de la mise en vigueur. Nous avons pu réaliser 42 sous-projets à travers le territoire de Rutshuru, Nyiragongo et dans la ville de Goma. Après la mise en vigueur, les activités sont maintenant en train de se mettre en place. Et donc, 84% de ressources sont encore disponibles. Cette phase s'appelle la phase de mise en œuvre, en réalité. Nous avons commencé par finaliser la mise en place des dispositifs institutionnels et de préalables majeurs pour la mise en œuvre efficace du projet. En ce qui concerne le projet sur les violences sexuelles, dont l'exécution devrait débuter en 2015, beaucoup reste encore à faire. Le FSR s'explique qu'il devrait d'abord contractualiser avec les partenaires de mise en œuvre. Ce projet dispose encore de 94% des ressources. Sur les 16 462 533, on a pu décaisser à date 7% de ce financement. 1 162 771. Donc nos objectifs n'ont pas été rencontrés parce qu'on a connu un retard. Il y a de va-et-vient dans la contractualisation avec ces ONG cadres qui seront en charge de la prise en charge holistique de victimes et des aspects juridiques. Et donc tant qu'on n'a pas contractualisé, il est difficile de commencer les activités. De la presse,
Au cours de cet échange, le coordonnateur du FSR annonce qu'un financement additionnel sera bientôt disponible pour le projet STEP qui permettra de couvrir des nouvelles autres provinces, dont celle de la Chopo et du Tanganyika. La réussite de la réforme de l'administration publique passe à tout prix par l'implication de tous les agents dans ce processus. Pour se faire une campagne sur la vulgarisation de la vision de la politique, de la stratégie des réformes pour la modernisation de l'administration publique a été lancé. Ce séminaire entend pallier le déficit communicationnel qui constitue un frein pour la réussite du processus de la redynamisation de cet appareil étatique. C'est une matière qui nécessite beaucoup d'explications et de compréhension pour sa bonne appropriation par les fonctionnaires, principaux acteurs visés dans les réformes en cours pour la redynamisation et la modernisation de l'administration publique congolaise. Face au déficit communicationnel et en manque de sensibilisation efficace sur ces réformes, cette campagne de vulgarisation de la vision du gouvernement sur ces réformes se veut un remède efficace pour la réussite de ce processus. Il est évident que sans la participation de tous les acteurs clés, notamment les agents et fonctionnaires eux-mêmes, acteurs et bénéficiaires, piliers de la réforme, les institutions tant nationales que provinciales, les partenaires sociaux, dont principalement la société civile et les syndicats, ainsi que les partenaires techniques et financiers, nous ne saurons de par nous-mêmes surmonter les défis énormes auxquels fait encore face notre administration. Ce haut fonctionnaire compte lui baser sa démarche sur une communication pédagogique afin de pallier les contraintes auxquelles fait face son administration. Nous espérons ainsi communiquer pour pouvoir nous mobiliser tous comme un seul homme pour transformer notre administration qualifiée jusque-là inefficace, transformer notre administration, disais-je, et en faire un véritable instrument au service de l'émergence et du développement de notre pays. En faire une véritable colonne vertébrale, un véritable moteur de l'appareil étatique. La RDC, en voie de l'émergence d'ici à l'horizon 2030, envisage doter son administration d'un nouveau type de fonctionnaire. Parlons à présent de cette bonne nouvelle. C'est une contribution importante que le gouvernement de la Fédération des Russies vient d'apporter au programme alimentaire mondial. La Fédération de la Russie a fait un don de 30 camions pour faciliter la logistique des livraisons et distributions des vivres en faveur des personnes vulnérables, parmi lesquelles les populations déplacées dans les zones affectées par les conflits. Un geste très apprécié par le programme alimentaire mondial car il va accroître la capacité opérationnelle et logistique du PAM en RDC. Pour l'ambassadeur de la Fédération russe, il salue le dynamisme et les efforts du PAM dans la lutte contre la faim et le renforcement de la sécurité alimentaire en RDC. Environnement à présent, l'heure est à l'examen des voies et moyens capables de relever les défis liés au processus de la foresterie communautaire. La première table ronde organisée par le Centre d'appui à la gestion durable des forêts tropicales a réuni différents acteurs au processus. La foresterie communautaire, une réponse à la gestion durable des forêts en République démocratique du Congo. Après le décret signé par le Premier ministre portant modalité d'attribution des concessions forestières aux communautés locales, les différentes parties prenantes à ces processus se sont réunies pour la toute première fois à l'issue d'une table ronde en vue d'examiner les voies et moyens et affronter un certain nombre de défis. Ce dialogue permet à ce que tout le monde sache où en sommes-nous, où allons-nous. Aujourd'hui, nous savons qu'il ne reste que l'instant de quelques jours pour que le ministère convoque le comité de validation qui va parachever le travail de l'arrêté ministériel. Et demain, maintenant, c'est ça la question que nous avons posée, quel sera le prochain pas? Comment nous allons mettre en œuvre? Et ce dialogue a permis à ce que nous puissions nous accorder, que nous puissions y aller par étapes, avec une feuille de route qui a été discutée, qui sera enrichie sur base des recommandations qui ont été faites. Organisé par le Centre d'appui à la gestion durable des forêts tropicales avec l'appui des Rainforest Foundation et World Resource Institute, ces échanges ont constitué une interpellation pour chacun des acteurs quant aux efforts à déployer. Vos efforts ici aujourd'hui fourniront le cadre conditionnel du travail de demain. Vos efforts définiront la route
vers le développement durable de la République démocratique du Congo. S'inscrivant dans une approche inclusive et rigoureuse, le processus de foresterie communautaire nécessite aussi bien un modèle unique, non seulement pour la République démocratique du Congo, mais également pour la sous-région, estime l'administration. Il faut qu'on arrive à mettre en place un modèle unique de foresterie communautaire. Et moi, j'ajouterais qu'il ne s'agira pas d'un modèle unique, mais d'un modèle sui generis. Un modèle qui s'adapte correctement aux réalités de la société congolaise par rapport à ce que nous avons comme objectif à mettre en place. Les recommandations formulées devraient permettre de relever les défis, notamment la finalisation du cadre réglementaire et la déclinaison du cadre institutionnel ainsi que le suivi et la coordination du processus à la base. Mettre à profit la technologie pour une formation des enseignants de qualité en République démocratique du Congo, tel est le défi que s'est fixé le CERNAFOR avec l'appui de l'UNESCO pour améliorer la qualité de l'éducation en RDC. Ceci se justifie par la présentation ce mardi du projet Fonds en dépôt de Chine UNESCO-CEFIT, ceci en vue de renforcer les capacités des enseignants congolais pour une formation continue. Le système scolaire congolais accuse de nombreuses lacunes. L'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication s'avère incontournable pour combler ce déficit. Et c'est donc dans ce cadre que les enseignants vont bénéficier d'une formation sur l'utilisation de ces outils à travers le projet Fonds en dépôt de Chine UNESCO-CEFIT, initiative du CERNAFOR. Au projet qui s'inscrit dans le cadre de l'amélioration de la qualité de l'éducation en RDC, ce dans le but de réaliser les objectifs de l'EPT et des EDD. L'éducation, quand on analyse les axes prioritaires qui sont ciblés, la qualité occupe une place de choix. Je disais encore hier à l'occasion d'une autre activité que les nations qui se sont élevées se sont basées sur l'éducation. Mais ce n'est pas une éducation qui porte juste le concept, c'est une éducation qui fait que dans la stratégie, dans l'opérationnalisation, on voit réellement quelle est la qualité qu'il faut donner aux enfants qui sont des bénéficiaires. Mais cette formation passe par les enseignants. Et ces enseignants doivent être eux-mêmes des références en termes de connaissances. Une formation qui devra à coup sûr rendre plus productif et compétitif le corps enseignant de la RDC. La cérémonie a été sanctionnée par la remise des outils informatiques par la société technologique Huawei. Pour ceux qui sont au niveau provincial. Réunion du comité directeur extraordinaire de l'Union des conseils des chargeurs africains tenue du 7 au 9 octobre dans la ville portuaire de Port-Gentil au Gabon, présidée par Anatole Kikwa, président en exercice et directeur général de l'OGFREM. Anatole Kikwa a rappelé aux participants, il faut le dire, le sens du devoir et aussi en a profité pour faire le bilan à mi-parcours de son mandat. La ville portuaire de Port-Gentil au Gabon a abrité du 7 au 9 octobre dernier la réunion du comité directeur extraordinaire de l'Union des conseils de chargeurs africains. Plusieurs matières étaient inscrites lors des débats, notamment la mission de lobbying auprès de la BAD et le renforcement des capacités en ressources humaines, aussi la mise en place de la task force. Président en exercice de l'UCCA, Anatole Kikwa, DG de l'OGFREM, a rappelé aux participants le sens du devoir. Au vu du bilan, que je dirais positif, dans les outils que nous venons de vous présenter, nous pouvons dire sans crainte d'être contredits qu'on doit suivre plusieurs personnalités dans le monde économique, marketing donc, et politique, et l'ICCA est l'organe spécialisé de l'OMAOC qui se porte le mieux à l'heure aujourd'hui. À la veille de la passation de pouvoir entre votre serviteur et les Ghana Shippers Authority, notre souci majeur est que ces flambeaux de l'ICCA ne puissent s'éteindre. Nous appelons donc au sens des responsabilités de tous les participants en vue d'aborder avec sérénité les points inscrits à l'ordre du jour pour l'avancement de l'Union des conseils de chargeurs dans le but d'atteindre les objectifs assignés à ces dernières par nos États. Pour assurer l'augmentation de la charge liée au personnel, il a été décidé de la révision du budget 2016 pour faire face surtout aux dépenses de fonctionnement et d'investissement.
En sport, 6 matchs, 6 victoires pour le Football Club Renaissance du Congo. Après 6 journées, les Oranges restent indéboulonnables à la tête de l'entente provinciale de football de Kinshasa. Matumo Narumo et ses coéquipiers l'ont démontré hier en signant une victoire de 3-0 contre le Football Club Nzakimwena. Par ce sacre, Renaissance du Congo obtient le total de points, soit 18 sur 18 et reste jusque-là invaincu. 3-0, c'est le score infligé hier au FC Nzakimwena par le FC Renaissance en match de la 6e journée de l'entente provinciale de football de Kinshasa et Pefkin. L'équipe la plus populaire de Kinshasa, le vert blanc-orange, a ouvert le score à la 42e minute sur coup de pied de réparation transformé par Matumo Zolarum. 3 minutes plus tard, avant la pause pour la mi-temps, Mangala inscrit le deuxième but de FC Renaissance. Pour confirmer la bonne forme de l'équipe chère au président Mukuna, Kazadi Kassendu va corser l'addition à la 82e minute. Il n'y a jamais eu de match facile. Le football reste le football. C'est vrai, bon, quand on marque 3 buts, et directement il y a des questions qui viennent. Est-ce que c'est l'adversaire qui était facile, faible, ou c'est nous qui étions un peu plus forts? Mais moi je pense que bon, le score reflète l'image du match, donc on a dominé. On va aller jusque là où on peut aller quand on joue une compétition. C'est-à-dire espérer faire mieux de jour au jour. Et c'est ça notre souhait, donc c'est pas la fin en soi gagner 6 matchs. Les avis sont partagés quant à l'appréciation du résultat final. Satisfaction d'un côté, déception de l'autre. On a 3 critères, victoire, nul, la défaite. Dans le football, il n'y a que 3 résultats. La victoire, la défaite ou le nul. Aujourd'hui, les bourdes du gardien nous ont coûté cher. Prochainement, nous comptons le remplacer. Avec ce résultat, le FC Renaissance caracole en tête du classement provisoire. 6 matchs joués, 6 victoires enregistrées, saison 2016 de l'entente provinciale de football de Kinshasa. Autre discipline, la 32e édition de la Coupe du Congo de handball est arrivée à sa 5e journée au terrain annexe du Stade des Martyrs de la Pentecôte. Ce mercredi, 7 matchs sont programmés en version féminine. Le DSMP rencontre Héritage, Mazembe V Club, JSK joue contre Interkin et Kinsport reçoit Police Junior. Chez les messieurs, 2 matchs sont prévus. Il s'agit de rencontres JCL contre FT et JSK. À Hirondelle, le Force terrestre perd déjà le match par forfait pour n'avoir pas payé les frais de participation. Quant au match d'hier, comptant pour la 4e journée, Police a eu raison d'Héritage 30-24 chez les messieurs et Interkin battu par Michiki 17-31. Les stades municipaux sont en train d'être apprêtés pour accueillir dans 2 ou 3 semaines les premiers sportifs. Les travaux de 2 de ces 4 stades ont atteint l'étape de finition. Le Premier ministre Augustin Matata Ponyo, accompagné du ministre des Sports, ont fait la ronde de quelques sites. Matata Ponyo en visite du stade des Martyrs de la Pentecôte et des stades municipaux. À Matete comme à Barumbu, les travaux ont atteint l'étape de finition. Les aires de jeu sont prêtes à accueillir dans le 2 ou 3 semaines les premiers sportifs. Les désaventures et les abords immédiats attirent déjà la curiosité et l'admiration des passants. L'occasion pour le nouveau ministre de la Jeunesse et des Sports d'effectuer sa première sortie sur le terrain. Denis Kambaï plaide pour l'aménagement de les nouvelles installations sportives des espaces pour les sports des combats. 2 des 4 stades municipaux et nous avons conclu que le travail est de qualité et que d'ici 3 semaines maximum, nous devions avoir ces stades pour recevoir la jeunesse congolaise, la jeunesse quinoise. Ça, c'est un élément important parce que c'est un programme auquel le président de la République a donné des orientations claires afin de prendre en charge cette jeunesse qui constitue le symbole du progrès de notre pays. Au stade des Martyrs de la Pentecôte, le Premier ministre s'est engagé à faire accélérer les travaux afin de permettre à la RDC de renouer avec les compétitions internationales, notamment le match des Léopards du 8 novembre prochain. Le stade des Martyrs, qui vous le savez, un bijou, qui était en rénovation depuis quelques années. Et là, nous devrions nous rassurer que ce stade est à mesure de recevoir les matchs des compétitions internationales. Et nous avons vu ensemble avec le ministre, le secrétaire général,
qu'effectivement ce stade peut aujourd'hui accueillir des compétitions internationales. Globalement satisfait de l'avancement des travaux, Matata Ponyo ne pouvait que remercier Joseph Kabila pour son amour envers la jeunesse congolaise, première bénéficiaire de ces joyaux. Fin de ce journal, Madame, Monsieur, merci de rester avec nous.